En 42, au mois de juillet, j'avais 14 ans. Et le matin de bonne heure, on a entendu des bruits dans les escaliers, enfin la police qui montait. Moi, j'habitais dans un passage qui faisait 200 mètres de long sur 4 mètres de large, évidemment. On voyait les immeubles en face. Alors quand on a entendu ces bruits dans les escaliers, monter des policiers qui tapaient aux portes avec à coups de bâton en disant préparez un petit bagage, descendez, et puis faites vite. Alors évidemment, c'était facile pour eux, comme il y avait eu le recensement. Dans les commissariats, ils avaient chacun des fiches pour arrêter tant de personnes. Et là, j'ai vu descendre des femmes avec des enfants qui hurlaient. J'ai même vu descendre des personnes âgées sur des brancards. Enfin, ça a été une pagaille terrible. Tous ces gens qui hurlaient, qui pleuraient. Et toute cette rafle a duré pratiquement toute la matinée. Et au coin du passage, il y avait des autobus qui attendaient pour faire monter tous ces gens-là qui ont été envoyés au vélodrome d'hiver. Et là, nous, on n'a pas compris, ils ne sont pas venus chez nous. Et quand je suis arrivé le matin, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient oublié de passer chez nous. Ils ont donc arrêté mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Et alors là, il y avait les scellés sur l'appartement, parce que quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés. Alors évidemment, allez où? Alors j'ai demandé aux gens qui habitaient dans le passage, parce qu'il n'y avait pas que des juifs qui habitaient dans le passage, vous avez vu ma sœur, est-ce qu'elle était avec mes parents quand ils ont été arrêtés? Elle m'a dit non, ta sœur n'est pas revenue. Alors je me suis caché derrière une porte cochère en disant elle va finir par revenir. Et puis finalement au bout d'un moment, je me suis dit je ne peux pas rester caché derrière une porte cochère, alors, je vais repartir chez ma belle-sœur. Dans les quartiers où on habitait, vous savez comme on était très petitement logés, quand on était nombreux, on vivait pratiquement dans la rue. Alors disons que pour moi, j'étais déjà très indépendante, parce que, vous savez, moi je suis arrivé en France, j'avais 1 an et demi quand je suis arrivé en France. Donc disons que moi, dès l'instant où j'ai commencé à aller à la maternelle, on vivait dans le passage, on vivait dans la rue. Donc moi j'étais déjà très indépendante. Vous savez, dans ces quartiers populaires, on apprend vite. Je pense que ça a été plus facile, moi, de m'aider, étant donné que j'étais toute seule, que des familles entières. Et puis finalement, j'ai pris donc ce bus et je suis arrivé à Pau, où je me suis présenté à la caserne où était mon frère. Alors là, évidemment, quand il est descendu, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors je lui ai expliqué que toute la famille avait été arrêtée, et puis je lui ai demandé des nouvelles de sa femme et de son fils, puisque je savais que il s'en était occupé. Alors il avait placé mon petit-neveu dans une famille catholique à Pau. À partir des rafles de juillet 42, il y a quand même une partie de la population française qui a commencé à réagir et qui essayait d'aller dans ces orphelinats pour sauver un maximum d'enfants, parce que les Allemands commençant déjà à faire des transports soi-disant pour aller dans des camps de travail, venaient faire des rafles dans les orphelinats. Alors comme moi, j'étais clandestine, moi, dans cet orphelinat, je n'étais pas déclarée. Alors tous les soirs, il fallait trouver des hébergements pour pas dormir dans les dortoirs. Ça a été une période assez incompréhensible pour nous, parce que finalement, on avait l'impression qu'on ne comprenait pas pourquoi on avait été, avec toutes ces lois qui arrivaient de Vichy, pourquoi qu'on avait été mis à l'index, alors que je vous dis, on a été quand même une population très discrète. Moi, je me souviens, quand on allait à l'école, ma mère nous faisait la morale en disant « on est des étrangers, la France nous a bien recueillis, ne répondez pas, soyez polis ». Enfin, vous voyez, on avait la leçon de morale, on était tellement bien intégrés, même parmi la population qui habitait dans ces quartiers qui n'étaient pas juifs. Il y avait pas de racisme, il n'y avait pas d'antisémitisme, tout le monde s'entendait très bien. Donc pour des enfants comme nous, c'était incompréhensible. Et là, malheureusement, à la sortie du métro, il y a eu un contrôle de police. Comme il y avait eu le recensement, je figurais pour être arrêté avec mes parents, donc ils m'ont gardé. Et le soir, il y a un quart de police qui est arrivé, qui a fait le tour de plusieurs arrondissements de Paris pour récupérer les gens qui étaient dans les commissariats. Et je me suis retrouvé au camp de Drancy. Alors je suis arrivé au camp de Drancy, ça devait être fin juillet, début août 43. Et là, quand on est arrivé au camp... Alors pour moi, vous savez, tous les gens dans ce quart de police qui se lamentaient et qui pleuraient. Et puis pour moi, ça a été pratiquement un soulagement, parce que je me suis dit, ça y est, j'ai fini de traîner la galère. J'ai plus besoin de me cacher, je vais retrouver mes parents. Alors pour vous dire, moi, au camp de Drancy, j'avais la connaissance d'une jeune femme, la Marie, qui était avec moi. Enfin, je la connaissais de Drancy comme ça, on s'était un peu parlé, mais sans plus. Donc
On est parti du camp de Drancy jusqu'à la gare de Bobigny, où là il y avait un train qui nous attendait avec des centaines de wagons à bestiaux. On nous a propulsés dans ces wagons. On nous a mis un seau avec de l'eau parce que le 2 septembre il faisait très chaud. Vous savez, dans un wagon à bestiaux, il y a juste la petite lucarne là-haut. Hein. On a à peu près entre 50 et 60 personnes dans un wagon à bestiaux. Alors on nous a mis un seau avec de l'eau. On nous a mis un tonneau pour les besoins hygiéniques, ils ont fermé les portes. On nous a mis dans une baraque en nous disant de nous déshabiller, que nous allions prendre une douche. Enfin, pour nous, comme on était sélectionnés pour le travail, on a pris une douche froide, si vous voulez, mais sans savon ni serviette, puisqu'on n'avait plus de bagages. Et une fois que ça a été terminé, on nous a remis dans une autre baraque où il y avait de grandes tables, avec des hommes qui étaient assis derrière, et qui nous ont rasés entièrement, et qui nous ont tatoué un numéro sur le bras en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité et que de l'instant où on était interpellé dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro en allemand. Alors ils nous ont dit, oh ben, vous savez, vous ne faites pas d'illusions, ici vous êtes rentré par la porte, vous n'en sortirez que par la cheminée, tant que vous pourrez travailler, vous travaillerez, puis le jour où vous ne pourrez plus travailler, ben, vous finirez comme les autres à la chambre à gaz. Ici, il n'y a aucune solution de survie, et puis de toute façon, les Allemands avaient décrété que c'était la solution finale. Et je suis resté donc dans ce commando jusqu'en décembre 1943. Et le soir, après la soupe, après tout ça, on avait le droit d'aller dans des baraques qu'on appelait les latrines. Alors, je ne sais pas si vous les avez vues dans le camp, des grandes baraques avec des trous qui étaient creusés là. Et là, on avait baptisé, nous, cette baraque Radio Chiotte. Ça portait bien son nom. Hein. Alors évidemment, ça, les capots, ils n'y rentraient pas, ça sentait tellement mauvais. Et alors là, on avait l'opportunité, parce que nous, on connaissait que les gens qui travaillaient avec nous, on connaissait que les gens de notre baraque. On n'avait pas de contact avec les autres baraques. Mais alors là, après tous ces événements de la journée, les autres baraques allaient aussi dans les latrines. Et c'est là que, donc, en décembre 1943, que j'ai revu ma sœur. Moi, je ne l'ai pas reconnue parce que, alors, elle avait été... Pendant qu'il y a eu la rafle du Veldiv, elle avait été chez une de mes tantes qui habitait dans les Hauts de Belleville, enfin le quartier était quand même assez grand, et elles s'étaient cachées toutes les deux. Et ensuite, une fois que la rafle a été terminée, ma tante elle avait quel âge, ma tante 35 ans je crois. Ma tante avait des amis à Montfermeil, donc elles sont parties se cacher là-bas, et arrivées au mois de novembre, elles sont venues dans l'appartement de ma tante pour prendre des vêtements. Et là, quand elles sont sorties, elles ont été dénoncées par les voisins. Donc, elles ont été arrêtées en novembre 1942, et elles ont été déportées en février 1943. Et je suis resté dans ce camp, vous voyez, malgré tout, jusqu'en janvier 1945. Donc, j'ai passé 2 hivers. Donc, je crois qu'avec Marie, je crois qu'on a été les 2 seuls à être restés si longtemps. Hein. On est resté pratiquement 16 mois. On est arrivé comme ça jusqu'au 17 janvier 1945. Et là, il y a eu un grand branle-bas dans le camp. Les capots sont arrivés en disant « Prenez votre couverture, prenez vos affaires, on évacue le camp ». Alors on était à l'appel, puis on est sorti. Alors voyons, on nous avait dit qu'on sortirait que par la cheminée. Là, nous, on est sortis à pied. Alors il y a eu cette fameuse marche de la mort. Alors là, ils ont évacué tous les camps de Pologne des environs. Je crois qu'il y a eu 58 000 personnes qui ont été mises sur la route. Il y avait du vent en plus, alors on se serrait les unes contre les autres pour ne pas tomber, pour ne pas glisser, parce qu'avec la neige qui était gelée et glissante, et puis ceux qui tombaient, eh ben les SS qui nous encadraient, une balle dans la nuque. Et là, on était obligé de ramasser les cadavres pour les mettre sur le bas-côté, parce que ceux qui arrivaient derrière et qui butaient, s'ils tombaient... Alors là, le premier jour, on a à peu près marché en rang. Et le soir, on nous a propulsés dans un village, dans une grange, où on a dormi quelques heures, couchés les unes sur les autres pour se réchauffer. Et puis le lendemain, on a repris la route. Et là, on est arrivé, je crois qu'on a dû marcher 3 ou 4 jours, je crois, jusqu'à Gleiwitz. Alors là, c'était une gare de triage, où tous ces gens, tous ces marches de la mort qui se sont effectuées, étaient dirigés sur des camps dans le centre de l'Allemagne, dans le sud de l'Allemagne. Donc nous, on a été dirigés sur cette gare de triage à Gleiwitz. On nous a mis dans des wagons, mais des wagons découverts, vous savez, des wagons à plateau. Et puis tout le monde a été dispersé comme ça dans différents camps. Et nous, on est arrivés à Bergen-Belsen.
Alors évidemment, tous les camps de Pologne qui avaient été évacués, on arrivait dans des camps qui étaient déjà surchargés. Et à Bergen-Belsen, ben, les Allemands n'évacuaient même plus les cadavres qu'il y avait dans les baraques. Il y avait différents camps dans le camp de Bergen-Belsen. Alors on voyait, comment dire, il y avait des épidémies de typhus, enfin, c'était une catastrophe. Alors nous, on n'arrivait même pas à rentrer dans les baraques, on était dehors. Et au bout d'un mois, ben, de nouveau, on nous a remis dans des wagons à bestiaux. Vous voyez, le transport des Juifs était prioritaire. Et ça devait être au mois de mars, alors que pratiquement tous les camps en Allemagne étaient libérés. Et là, ils ont encore trouvé un train pour nous mettre dedans. Alors là, on n'était pas nombreux, on devait être une cinquantaine. On nous a remis de nouveau dans ces wagons à bestiaux. Et on a circulé comme ça pendant pratiquement une semaine, à s'arrêter, à nous mettre sur des voies de garage. Et on est arrivé en Tchécoslovaquie, là les portes se sont ouvertes. Alors on a vu, on n'était déjà plus gardé par des SS, on était gardé par des personnes d'un certain âge qu'ils avaient réquisitionnées à la dernière minute. Et puis sur ces voies de garage, il y avait des wagons entiers qui étaient ouverts avec que des cadavres qu'ils avaient abandonnés comme ça sur les voies de garage. Ben, on est revenu donc fin mai 45, début juin. Donc quand on a été mis sur pied, on ne peut pas dire qu'au bout de 3 semaines, dans l'état où on était, avec le typhus, ça vous met quand même encore plus à plat. Mais enfin, on tenait debout. Donc on a été mis, on nous a envoyés sur un petit aérodrome, on a été rapatriés dans une forteresse volante américaine. Alors Marie et moi, parce que les 3 ou 4 femmes qui nous avaient suivis, ce n'étaient pas des Françaises. Alors je ne sais pas de quel côté elles ont été dirigées. Et donc on est arrivé à Villacoublay. Donc là il y a un bus qui est venu nous chercher, qui nous a emmenés à l'hôtel Lutetia. Et puis finalement, je lui ai dit, écoute, je voudrais bien retourner dans mon quartier pour voir si quelqu'un est revenu. Hein. Peut-être qu'ils ne savent pas que je suis là. Donc on est partis toutes les deux. Alors vous dire, on n'avait pas encore les cheveux qui avaient repoussé. Donc on devait peser peut-être 35 ou 36 kilos, mais enfin vous voyez, on était repérable quand même, parce qu'on est arrivé 1 an après la libération, donc des femmes rasées, il n'y en avait pas. Hein. Et quand on est arrivé dans le quartier, là où j'habitais, alors il y a eu un petit rassemblement de gens qui sont venus nous voir en disant bah, « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous ». Alors on a commencé à vouloir leur raconter. Et puis au bout d'un moment, on disait l'incrédulité dans leurs yeux, et ils ont commencé par dire « Mais vous êtes devenus folles, vous racontez n'importe quoi, ça n'a pas pu exister des choses pareilles ». Enfin finalement, on est resté scotchés au milieu de la rue, entourés de tous ces gens. Et je verrai toujours, il y a un monsieur qui m'a regardé, il m'a dit « Vous êtes revenus si peu nombreuses, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres ?» Alors on a été culpabilisés d'être des survivants. Alors voilà notre retour. 2022, 80e anniversaire de la rafle du Vélénine. Quel message vous voudriez délivrer, vous voudriez partager avec les jeunes générations d'aujourd'hui? C'est-à-dire que déjà, souvent je leur dis qu'ils ont un lavage de cerveau avec leur smartphone, tout ce qu'ils peuvent entendre sur les réseaux sociaux, et que finalement, quand ils auront l'âge, parce que souvent j'ai des élèves qui sont quand même 18 ou enfin des écoles supérieures, et que je leur dis quand ils ont l'âge de voter qu'ils fassent attention, parce que entre la démocratie et la dictature ça mène à Auschwitz, alors qu'ils soient vigilants. Et je leur dis que la chance qu'ils ont, c'est de vivre dans un pays démocratique. Des fois c'est un peu bancal, c'est pas toujours ce qu'on avait rêvé, mais c'est ce qu'on a fait de mieux, et qu'ils essaient de le protéger le plus longtemps possible.